Merci, Jacques Jacquet, conseiller en stratégie. J'aurais souhaité interroger un des prémices que vous avez énoncées, à savoir l'association que vous faites de l'innovation avec l'existence d'un marché. Je voudrais l'illustrer à travers quelques exemples. À savoir que lorsque Toyota présentait la Prius en 1995 à Orlando, si on avait interrogé quel était le marché de l'hybride en matière automobile, la réponse aurait été il n'y a pas de marché. Si on avait interrogé Valeo lorsqu'il a conçu le Start and Go, à savoir est-ce qu'il existait un marché pour cette innovation technologique, la même chose, on n'aurait pas identifié de marché. Et d'autre part, quand on regarde les innovations telles que Facebook, Twitter, en fait, le processus de valorisation s'est fait par une valorisation boursière et non pas par une valorisation du marché. J'aurais souhaité savoir comment vous appréciez cette nouvelle forme, je dirais, des innovations. On peut parler déjà aujourd'hui, les choses ont changé. C'est vrai qu'avant, il y avait donc, ce qu'on appelait le push et le pull. Maintenant, il y avait surtout le push, c'est-à-dire on inventait quelque chose, et puis les gens étaient suffisamment bien organisés, intelligents, etc., pour dire je suis puissant, j'ai compris ce qu'il faut, je me mets à la place de tout le monde, le marché c'est moi, donc je sais de ce dont il aura besoin, et je fais un produit dont je suis convaincu qu'il va pouvoir trouver des clients. Voilà, donc c'était la méthode push. On a fait des succès, la moulinette, etc. Bon. Mais par contre, on a fait aussi le Concorde. Donc c'est une méthode qui a eu un certain succès, surtout dans les grands marchés comme les marchés américains, où évidemment il y avait déjà développé depuis très longtemps la connaissance un peu des, je dirais, un peu socio-économique, mais on va presque la sociologie des Américains, comment ça marchait, etc. Donc ils avaient développé déjà dès l'époque, on sait très bien, des grands économistes américains, qui étaient par ailleurs viennois, et donc on savait très bien comment le comportement des gens se présentait, et on faisait des produits qui s'adaptaient en faisant de couches. Bon. En se disant, il y aura toujours parmi tout ça, il y aura toujours quelqu'un qui les jettera, et puis après de fil en aiguille. Aujourd'hui, la différence, c'est que on est sous la domination des usages. Il est arrivé une révolution qui s'est opérée sur le marché, et c'est la façon de fonctionner qui l'emporte. On fonctionne comme ça. Et donc, ces usages ont imposé, en allant à rebrousse-poil, en quelque sorte, vont imposer des technologies, des produits, des études. C'est comme ça. Alors, est-ce que la méthode push a disparu définitivement? Je ne crois pas. Donc, je crois qu'il y aura un mix. Il y aura toujours un mix des usages, et puis aussi des gens qui ont des idées, comme d'ailleurs, je prends par exemple Facebook, c'est pareil, ils ont une idée, c'est terminé. Bon. Donc, il y aura toujours ça. Mais cette méthode existera tout le temps, mais je pense qu'aujourd'hui, la majeure partie des phénomènes de marché qui donnent naissance à des produits viennent des usages. Je pense que la question que vous posez, en fait, elle n'est pas nouvelle. La question de savoir comment un entrepreneur va identifier un marché, elle existe depuis qu'il y a de l'innovation. IBM ne voyait absolument pas de marché pour le PC, par exemple. Edison était sans doute le seul à avoir vu qu'avec un réseau sans ampoule, elle n'aurait rien à venir. Et c'est ça qui fait la spécificité de l'entrepreneur. C'est en ça que l'entrepreneur a la capacité de sentir quelque chose, etc. Mon propos, c'était pas de dire qu'il faut avoir un marché local pour que ça marche. L'idée, c'est de dire que si un territoire a la capacité de favoriser des innovations qui sont en adéquation avec les marchés sur lesquels elle va avoir une capacité de test, justement, de mettre des usagers face à des innovations, alors l'entreprise va avoir un avantage comparatif. Par exemple, avec l'ensemble des sociétés qui font du logiciel, des applications, etc., il ne serait pas absurde de penser qu'un accord avec les hôteliers et avec le tourisme régional pourrait donner une capacité à des produits développés localement à être testés immédiatement et avec un vrai potentiel de développement local très fort, ce qui donnerait un avantage concurrentiel lorsqu'elle passe à un échelon au-dessus.
Donc, je ne pense pas qu'il s'agisse de réduire l'incertitude de l'entrepreneur. C'est ça qui fait l'originalité de l'entrepreneur et c'est ça qui fait sa valeur. En revanche, un territoire, et à mon avis, il y a du sens à favoriser des projets qui vont pouvoir être testés sur le territoire en particulier. Pas exclusivement, parce qu'il peut y avoir une très grande adéquation, une très grande synergie entre la recherche et la technologie, voire la technologie et le développement économique, parce qu'il y a des entreprises qui sont déjà mondiales, et comme vous le disiez, du coup, des startups vont pouvoir travailler avec cette entreprise, et donc il y a un accès à des marchés immédiatement mondiaux beaucoup plus facilement que sur les territoires. Donc c'est pas aussi caricatural que de dire il y a du tourisme, il faut faire du tourisme. Mais si j'ai Amadeus ici, peut-être que des startups ont la capacité d'exploiter ce lien. C'est là que je parlais des intermédiaires, par exemple, avec un marché mondial sur les marchés des réservations, par exemple. Donc c'était plus dans cette idée-là, c'est-à-dire valoriser les ressources territoriales qui vont donner un accès au marché privilégié, et donc on va avoir un avantage concurrentiel. Moi, j'aimerais revenir sur la définition de l'innovation, parce que c'est quelque chose qui nous passionne. Il y a plusieurs types d'innovation, comme vous le savez certainement. Et innover, c'est prendre des risques. Donc, si à chaque fois qu'on sortait une innovation, il y avait le marché à côté, ça se ferait. Ça s'appellerait l'innovation incrémentale, et on serait en sursis sur du long terme, c'est une évidence pour moi. Lorsqu'on parle d'innovation de rupture, on va chercher des choses qui n'existent pas. On va, comme disait Georges, chercher des nouveaux usages. Par définition, Steve Jobs, quand il a lancé l'iPhone, il ne savait pas s'il y avait un marché. Donc quand c'est sorti, selon ma définition d'innovation qui n'engage que moi, pour moi, ce n'était pas une innovation. Après, le marché a été travaillé, bien sûr, c'est pas tombé du ciel, et le marché a accepté le produit, ce n'était pas une innovation, qui était une invention, quelque part, et là, ça en est devenu une, quelque part. Donc moi, ce que je me dis, c'est que il y a des gens qui prennent des risques, il y a des financiers, des investisseurs qui prennent beaucoup de risques. Vous avez cité Twitter, Twitter est déficitaire depuis belle lurette, il n'y a toujours pas de business model derrière ça. Donc la question se pose, c'est l'entrepreneur prend des risques, l'entreprise prend des risques, l'investisseur prend des risques, peut-être pour gagner le magot, Apple, etc. après, mais ça ne marche pas à tous les coups. Donc là aussi, c'est la question de partenariat avec son écosystème et avec ses partenaires financiers, de dire j'ai cette idée, j'ai cette vision, voilà comment je pense la mettre sur le marché. Est-ce que quelqu'un a envie de me suivre? Et on revient au niveau de confiance qu'on évoquait tout à l'heure. S'il y a des gens qui sont suffisamment, entre guillemets, fous, au sens très favorable du terme, pour dire ok, j'y vais, bingo, ben, ça peut faire des innovations de rupture.